Face à un déficit public qui est persistant, le gouvernement prépare donc un plan de redressement budgétaire visant 40 milliards d'économies pour 2026. Bonjour Marc. Marc Vigneault, journaliste à l'Opinion. C'est autour du 14 juillet, nous a-t-on dit, que François Bayrou présentera son plan d'économie. Est-ce que déjà, pardon, c'est anecdotique, mais est-ce qu'on connaît la date précise? J'ai entendu le 15, le 16 juillet, parce que ça fait un moment qu'on attend maintenant, hein. On ne connaît pas encore exactement la date et je pense qu'elle peut changer en fonction des impératifs de l'actualité. Donc ça peut être c'est autour du 15, autour du 14, 15, ça peut être le 16, on ne sait pas encore exactement. Est-ce que ce sera, Marc, ou pas, un plan radical, avec de vraies économies et pas de hausse d'impôts, le contraire de tout ce qu'on a fait jusqu'à présent? Alors, le gouvernement dit qu'il va essentiellement proposer des économies, mais après, tout dépend de ce que vous appelez hausse d'impôts. Le gouvernement a déjà dit que, enfin en tout cas à Bercy, Amélie de Montchalin, la ministre des Comptes publics, a déjà dit qu'elle voulait essayer de tailler dans les niches fiscales. Et donc, évidemment, ces niches fiscales, si vous taillez dedans, bah, c'est une petite hausse des prélèvements obligatoires. Il n'y aura pas exclusivement de baisse de dépenses, mais le plan initial de François Bayrou devrait être centré sur les baisses de dépenses. Puis après, évidemment, il y a une discussion avec les groupes politiques. Et si vous voulez essayer d'obtenir une non-censure de la part du Parti socialiste, bah, peut-être que vous aurez des concessions à faire du côté des recettes, puisque le Parti socialiste considère qu'il n'y a pas tant un problème de dépenses ces dernières années, mais que le gouvernement, enfin qu'Emmanuel Macron a trop baissé les impôts. Et donc, il faut aller chercher des solutions du côté des recettes. On peut l'entendre ou pas, cet argument, de la part des socialistes? Eh ben alors justement, vous avez un rapport de la Cour des comptes qui va sortir demain. C'est le rapport annuel de la Cour des comptes. Et la Cour des comptes, elle va le répéter dans le rapport de demain, mais elle l'a déjà dit. C'est que en 2023, 2024, en 2024 notamment, le cœur de la dépense publique, hors charge d'intérêt, hors mesures exceptionnelles, a continué d'augmenter très fortement, plus vite que la croissance. Et donc, dans ces conditions, les dépenses ne sont pas maîtrisées et le ratio de dépenses sur PIB, s'il continue à ce rythme-là, va forcément augmenter. Et donc, il y a un clair problème du côté des dépenses. Et ce problème est d'autant plus fort que parallèlement, Emmanuel Macron, effectivement, a fait passer des baisses d'impôts qu'il n'a pas financé par les dépenses. Mais si vous voulez, si on regarde sur le temps long, on est revenu à peu près à des niveaux de dépenses qui étaient au début du quinquennat de François Hollande. Donc, en fait, le problème ponctuel, c'était du côté des baisses d'impôts sur les dernières années, mais en fait, si vous regardez, si vous élargissez la focale, il y a clairement un problème sur les dépenses, de maîtrise des dépenses, et de toute façon, il faudra sans arrêt plus d'impôts. Si vos dépenses progressent toujours plus vite que la croissance, il faudra sans arrêt plus d'impôts pour arriver à ce que le déficit ne se creuse pas. Donc, à un moment, cette dynamique n'est pas tenable. On peut considérer que ponctuellement, on a besoin de plus d'impôts, mais à un moment, il faudra arrêter cette dynamique de la dépense. Et on voit bien que tous les gouvernements ont beaucoup de mal à freiner cette Hmm. dynamique. Quand on arrive à faire beaucoup d'économies, souvent, on arrive à peu près à ce que les dépenses progressent un tout petit peu plus vite que la croissance, mais pas tellement, mais même pas au niveau de la croissance. Et donc, si vous voulez, bon, on peut pas dire qu'il y a eu beaucoup de choses de fait du côté des dépenses. Encore en 2025, par exemple, la Cour des comptes vous dit que l'effort de réduction des déficits, il est essentiellement porté par les hausses d'impôts. Hmm. Donc, voilà. Marc, il y a beaucoup de pistes de travail qui ont été lancées comme des ballons d'essai. Est-ce qu'on sait ce qui est acté ou ce qui a de fortes chances de l'être? J'ai envie de parler du gel des dépenses, fameuse année blanche où on gèle aucune augmentation des dépenses sociales, de retraite, de santé, des collectivités. C'est vraiment dans les tuyaux et sur quel périmètre cette année blanche? Oui, oui, c'est vraiment dans les tuyaux. C'est l'idée qui revient le plus. Évidemment, il faudra qu'elle soit arbitrée au dernier moment par François Bayrou. Mais de toute façon, pour maîtriser vos dépenses, vous n'avez pas 36 solutions. Bon, vous voyez comment sont réparties les dépenses. Donc, en fait, une année blanche, c'est un peu un concept marketing pour dire on fait un effort qui porte davantage sur les dépenses que sur les prélèvements obligatoires. C'est ce qu'on disait. Et donc, cette année blanche, elle peut avoir des tonnes de périmètres. Et donc, vous pouvez l'utiliser en marketing politique si vous voulez utiliser ce concept pour vendre votre effort sur la défense, comme vous pouvez ne pas l'utiliser. À la fin,
François Bayrou devrait annoncer un effort très important sur les dépenses, qu'il utilise le mot année blanche ou pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur les dépenses de l'État, on doit protéger les dépenses militaires à cause du nouveau contexte géopolitique. En tout cas, c'est ce que considère le gouvernement. Et donc, pour protéger les dépenses militaires, eh ben, il va tailler dans les autres dépenses. Et l'idée, c'est à peu près peut y avoir des réglages un peu plus fins, mais l'idée, c'est à peu près de stabiliser les dépenses de l'État au même niveau que l'année d'avant. Donc, si, comme il y a chaque année un peu d'inflation, ça veut dire que si vous dépensez le même nombre d'euros une année que l'année précédente, ça veut dire que votre euro, il s'est un peu dévalué puisqu'il y a eu de l'inflation et donc vous dépensez un peu moins. Donc, du côté de l'État, c'est ça. C'est à peu près, sur les autres ministères, il devrait y avoir ce qu'on appelle zéro valeur, c'est-à-dire vous avez dépensé 40 euros une année, bah, l'année d'après, vous dépensez 40 euros. Et ça, déjà, ça demande un énorme effort. Donc ça, c'est pour les Ça, c'est dépenses de pour l'État. l'État. Après, il y a les collectivités, il y a les prestations sociales. Jusqu'où on va sur ce gel des dépenses en valeur? Alors justement, bah, pour s'attaquer la sécurité sociale, il y a les dépenses de prestations de retraite, il y a les dépenses de santé, et là, eh ben, vous avez peu de moyens de faire des économies sur les retraites, sauf à désindexer les pensions. Donc il est très probable qu'on vous annonce une désindexation des pensions de retraite, une désindexation des Partielle ou prestations intégrale? sociales. Eh ben, c'est toute la question. François Bayrou, a priori, s'il veut montrer qu'il veut vraiment faire ses 40 milliards, être vraiment sérieux sur la réduction du déficit, il va vous dire, je vais le faire entièrement. Et puis, évidemment, ce genre de choses, c'est négociable après, puisqu'il faut bien essayer d'obtenir un accord de non-censure. Donc, il va vous dire, voilà, regardez, j'ai été très courageux, je vous propose de désindexer totalement les pensions, totalement les prestations sociales. Et puis après, on rentre dans un jeu politique où chaque parti va aller voir sa clientèle électorale en disant, moi, j'ai réclamé d'épargner, par exemple, les retraités pour LR, ou le RN pour les retraités également, ou le Parti socialiste pour certains bénéficiaires de prestations sociales. Parce qu'ils considèrent que ce sont les plus fragiles et ils n'ont pas tort. Donc on pourrait épargner par exemple ceux qui touchent le RSA, ceux qui touchent l'allocation adulte handicapé, parce qu'on voit mal certains partis défendre un gel de l'allocation adulte handicapé. Et donc là, on rentre dans les exceptions. Et donc là, toute la question, c'est à la fin combien d'exceptions on va accorder. Mais en tout cas, euh, il est difficile d'arriver à maîtriser les dépenses publiques et à faire 40 milliards d'économies si vous n'avez pas de gel sur les prestations. C'est un peu moins dur politiquement quand l'inflation se met à être plus faible. C'est ce Ce qui est qui est le le cas cas en ce aujourd'hui, hein. moment. Ouais. Voilà. Donc On est à c'est le bon 1%, on est moment. sous 1% d'inflation aujourd'hui. Voilà, donc c'est le bon moment pour le faire d'un point de vue de l'acceptabilité pour la population, mais le problème c'est que ça Ça rapporte rapporte moins, moins que si évidemment. on avait décidé une désindexation dans la période où il y avait beaucoup d'inflation. Donc pour le redressement des comptes, c'est moins puissant, mais en tout cas, il semble que ça sera difficilement contournable compte tenu de tous les autres paramètres de l'équation. On ne voit pas comment, compte tenu du poids des prestations sociales en France, poids du modèle social, on ne voit pas comment on peut faire une telle réduction du déficit qui devient urgente, on pourra y revenir si vous voulez, sans annoncer ce genre de gel, avec encore une fois peut-être des exceptions pour les petites retraites. Voilà. Et voilà, Dans les... souvent Ouais. on vous présentera dans la discussion comme j'ai arraché le fait de dégeler les petites pensions à François Bayrou. Bon, vous pouvez déjà quasiment vous dire que c'est presque un deal implicite. Michel Barnier, il savait très bien, dans toutes les discussions informelles qu'il avait avec les journalistes, il disait très bien, on sait qu'on lâchera sur les petites retraites, mais il faut le laisser dans la discussion pour montrer que les oppositions ont obtenu quelque chose. Alors Mm. ça n'a pas suffi, il n'a pas tenu, Mm. mais en tout cas, ce genre de choses, c'est un peu voilà, chorégraphié à l'avance, si Mm. j'ose dire. Juste dans les pistes, est-ce que dans les pistes de travail, il y a la réduction des effectifs de fonctionnaires par non-remplacement de ceux qui partent à la retraite? Est-ce qu'il y a du gel du point d'indice qui est dans l'air? Est-ce que sur les jours de carence pour arrêt maladie, il est question que certains jours ne soient pas indemnisés? C'est sur la table tout ça?
Oui, oui, alors là, l'État ne peut plus se permettre de continuer à faire augmenter ses effectifs de fonctionnaires. C'est pas ça qui rapporte le plus, hein. Le gel du point d'indice, on peut quasiment considérer que c'est fait. C'est même pas quand Bercy calcule comment les dépenses publiques vont augmenter si on ne fait rien d'une année sur l'autre, il intègre déjà un gel du point d'indice des fonctionnaires. Donc, vous voyez, c'est quasiment même pas à discuter ça. Il peut y avoir quelques toutes petites mesures catégorielles pour certains fonctionnaires ponctuellement. Mais l'année dernière, il a fallu accorder beaucoup de mesures catégorielles pour rattraper l'inflation des années passées et pour l'organisation des Jeux Olympiques, notamment dans la sécurité. Et donc là, l'État a dit stop, on ne peut plus se permettre que les dépenses de masse salariale augmentent aussi vite. Elles avaient progressé extrêmement rapidement l'année dernière, en partie pour rattraper de l'inflation qui avait eu lieu les années précédentes. Elles avaient augmenté de 6,7%. Là, effectivement, il y aura plus de grosses mesures d'augmentation des fonctionnaires. Les effectifs vont être contenus. Après, est-ce qu'il y aura une petite baisse du nombre de fonctionnaires? On va voir, mais c'est pas ça à court terme qui Hmm. rapporte le plus, hein, pas du tout. Ce gel des dépenses peut rapporter, le chiffre qui a circulé, c'est entre 15 et 25 milliards d'euros d'économies sur 2026. Et en même temps, l'Institut des politiques publiques vient de sortir, là, il y a quelques heures, une étude qui dit que l'année blanche avec gel des retraites, gel des prestations sociales et barème de l'impôt sur le revenu, qu'on n'a pas évoqué ensemble, Marc, jusqu'à présent, engendre un gain budgétaire de 5,7 milliards d'euros. Si on Et c'est cherche pour 40... ça qu'en fait, ces chiffres ne veulent strictement rien dire. Il faut les oublier. En fait, tout Parce dépend que du si on cherche périmètre de 40 l'année milliards, blanche on que est vous loin, là, faites. hein. Non, mais en fait, l'année blanche, si vous faites une vraie année blanche, c'est-à-dire que vous gelez toutes les dépenses publiques, vous faites beaucoup plus que 40 milliards d'économies. En fait, tout dépend comment vous comptez et tout le monde prend un référentiel différent, ce qui, à mon avis, est très génère de la confusion pour les gens. L'année blanche au sens des prestations sociales, du gel du barème de l'impôt sur le revenu et des retraites, effectivement, ça rapporte 5,8 milliards. Ça permet tout juste d'infléchir la dérive naturelle des dépenses publiques quand vous ne faites rien. Donc, effectivement, c'est pas du tout suffisant pour faire 40 milliards. Mais par exemple, quand vous dites je vais faire une année blanche sur les dépenses de santé. S'il y avait zéro augmentation des dépenses de santé, là, vous feriez des économies énormes. Et personne ne pense d'ailleurs qu'il est possible de faire zéro augmentation en euros des dépenses de santé d'une année sur l'autre. Si déjà un gouvernement arrive à faire que les dépenses de santé n'augmentent que de 1 ou 2%, ça serait déjà un gros effort. Parce qu'il ce qu'il faut comprendre, c'est que ces 40 milliards, ils sont calculés. On regarde de combien vos dépenses publiques augmentent chaque année quand rien n'est fait. Et on vous dit, par rapport à cette tendance-là, j'ai fait 40 milliards d'économies. Ça ne veut pas du tout dire que vous dépensez 1000 euros une année et vous dépensez 1000 euros moins 40 l'année suivante, c'est-à-dire 960 euros. Vous dépensez toujours 1000 euros, voire plus que 1000 euros, mais si vous n'aviez rien fait, vous auriez dépensé 1100 euros. Donc là, vous allez plutôt dépenser 1060 euros et puis vous avez fait 40 euros d'économie. Je ne sais pas si je suis Oui, moi je trouve ça très clair. clair. Même moi j'ai compris. Euh, Bon, alors voilà. Et donc, si vous voulez, si vous faites une année blanche, si une année blanche, c'est de vous dire, on ne dépensera pas un euro de plus dans tous les secteurs des administrations publiques On que fait l'année combien? d'après. On Alors fait là, ça fait combien? bien plus que 40 milliards d'économies. La Je reviens, question, ouais. quand les politiques vont vous dire, on fait éventuellement une année blanche ou on ne la fait pas, c'est qu'est-ce qu'on fait comme réforme derrière pour arriver à tenir cet objectif. Parce que vous pouvez décréter une année blanche, mais par exemple sur les dépenses de santé, si vous n'avez pas de mesures pour freiner les dépenses de santé précises, vos dépenses de santé, elles ne sont pas plafonnées. Il n'y a pas un moment où vous arrêtez de payer les remboursements de santé. Donc il faut des réformes crédibles qui permettent de freiner l'augmentation des dépenses de santé. Et ça, c'est plus important que de savoir si on utilise le mot année blanche ou pas année blanche. Donc la question, c'est par exemple, est-ce qu'on instaure un jour de carence qui n'est plus du tout indemnisé en cas d'arrêt maladie? Plus personne n'a le droit de prendre en charge ce jour de carence pour forcer les gens à arrêter de prendre des arrêts maladie au moindre bobo. En tout cas, c'est la logique d'une telle mesure. Je vous dis pas que c'est fondé, je vous dis que si ça, c'est une des mesures à Mm. laquelle le gouvernement réfléchit, qui a été proposée par l'assurance maladie. En 30 secondes, juste, Marc, deux questions, dont l'une je vais déjà poser. Et, le plan de Bayrou, est-ce qu'il sera ambitieux, vraiment? Est-ce qu'on, selon vous, on ira vers 40 milliards avec très peu de hausse d'impôts ou de niches fiscales rabotées? Et est-ce que ce plan, qui d'ailleurs qu'il fasse 20, 30 ou 40 milliards, est-ce qu'il peut être voté, encore une fois, à l'Assemblée, quand on connaît la fracture? Bien,
Voilà. Je crois qu'il faut bien dissocier les deux questions, c'est-à-dire que de plus en plus, on entend que François Bayrou n'a pas le choix et que de toute façon, s'il doit tomber, il va tomber. Il faut qu'il montre qu'il n'est pas immobile, puisque c'est le reproche qu'on lui fait le plus. Et vous savez que François Bayrou, le thème de la réduction des déficits et du contrôle de la dette, ça fait des années qu'il le porte. Et donc, il a l'air de dire, il dit à tout le monde, en privé, je vais être courageux et je vais faire ce plan. La question, c'est, après ce plan, est-ce qu'il acceptera de le diluer beaucoup en rejetant la faute sur les oppositions et en disant mais j'ai été forcé de faire quelque chose qui est beaucoup moins ambitieux? Ou alors est-ce qu'il tiendra, un peu comme Michel Barnier, au moins pour une partie, en prenant le risque de sauter? Et donc, et après, il peut aussi essayer de diluer ces mesures et sauter quand même parce que, évidemment, chaque effort qu'on demande à une clientèle électorale, je sais pas, les retraités, les plus pauvres, les entreprises, bah, évidemment, il y a des partis politiques qui les défendent et donc qui ne veulent pas en entendre parler. Donc, mais voilà, il peut vous annoncer un plan très ambitieux, ce que je veux dire, mi-juillet, il peut vous dire, ah, je suis très radical, je tiens mes 40 milliards, c'est très ambitieux. Toute la question, est-ce que c'est après, pendant les 3 mois de discussion qui vont s'ouvrir avant la présentation du budget le 7 octobre, est-ce que François Bayrou va arriver à tenir? Et s'il tient, après, est-ce que c'est crédible qu'il arrive à faire voter ça? Donc voilà. Il y a plusieurs scénarios. Est-ce que les partis politiques voudront revenir à une loi spéciale avec un espèce de budget en mode dégradé qui ne réglerait aucun problème et qui fragiliserait la situation financière de la France qui devient quand même exceptionnellement fragile, hein, il faut le souligner. À force de vous avoir dit sans arrêt l'État est en faillite, etc., peut-être que les gens n'y croient plus, mais là, pour le coup, il y a un vrai problème de finances publiques et il faut réduire le déficit et la dette si on veut ne pas créer une situation de panique sur les marchés à terme. Allez, merci beaucoup. Explication, c'était très clair. Signé Marc Vigneault, journaliste à l'Opinion. Merci Marc, bonne journée et bonnes vacances. Merci David, bonnes Salut. vacances.